Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler manga, on va encore utiliser ce magnifique concept des 4 mangas à thème qu'il faut absolument lire et aujourd'hui on va tout simplement s'intéresser aux mangas sur les assassins. Alors je sais pas si tu as remarqué, globalement, il y a eu 3 phases ces 30 dernières années qui ont chacune duré 10 ans, même si la première a duré un peu plus longtemps. Il y a eu déjà la phase Neketsu, tout le début des années 2000, voire même, 1980 avec Dragon Ball qui a popularisé le genre. Et après, il y a eu vraiment cette grosse vague fin 90, début années 2000, qui a duré plus ou moins 10 ans. Puis on a eu la période Isekai, 2010 plus ou moins avec SAO, plus ou moins jusqu'à maintenant avec les mangas sur les assassins. Il y en a de plus en plus de différentes formes qui arrivent, qui débarquent. Mais bref, on va en présenter déjà quelques-uns, ça peut être pas mal. En tout cas, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on parle de manga et d'anime et de Pokémon sur cette chaîne. N'hésite pas à me mettre également dans les commentaires un manga sur les assassins que tu kiffes. Et si tu as déjà lu l'un de ceux que je vais te présenter, ce qui est sûr, c'est que on va commencer tout de suite. Ok, alors, je me mets mes notes comme d'habitude parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais on va attaquer direct avec du lourd, direct avec un manga qui fait beaucoup de bruit. Alors c'est tout simplement Sakamoto Days. De quoi ça parle? On va tout simplement suivre l'histoire de Taro Sakamoto, qui est un bon père de famille et qui tient une épicerie. Bref, le gars il a un hanout quoi. Jusque là, normal. Concrètement, il vit tranquillement sa meilleure vie. Cependant, c'est qu'il a un passif d'assassin, sachant qu'il était le meilleur. Bref, tout le monde le connaissait et bien sûr, le passé nous rattrape toujours. C'est ainsi que Shin, un jeune assassin télépathe, va vouloir essayer de le buter. Très clairement, on va pas jouer sur les mots. Mais Sakamoto n'empêche, malgré les années qui sont passées, n'a pas perdu ses compétences et arrive à se sortir de cette situation. Maintenant qu'il a été repéré, comment va-t-il réagir sans que ça ait un impact sur sa famille? Bon, l'épicerie c'est encore autre chose, mais le plus important c'est sa famille. Ok, maintenant qu'on a vu le synopsis, qu'est-ce que j'en pense? Alors, j'ai un peu de retard sur la parution française, mais ça c'est parce que j'ai décidé d'acheter autre chose, rien à voir. Mais le manga de toute façon n'est pas terminé, donc c'est un avis temporaire qui peut évoluer tant que le manga n'est pas fini. Je vais être honnête, le début, j'ai vraiment pas kiffé. En fait, le début, je sais pas si vous vous en souvenez, quand on nous a vendu Sakamoto Days, on nous a vendu comme étant le manga d'action par excellence, mais aussi d'humour par excellence. Alors, l'humour dans les 2 premiers tomes, parce que les 2 premiers tomes étaient sortis en même temps, je l'ai pas retrouvé, malheureusement. Par la suite, j'ai trouvé beaucoup plus drôle, mais du coup, dans ma tête, j'étais conditionné en mode manga d'action, manga d'humour. Alors l'action oui, l'humour non. Donc, je me suis dit, attends, j'ai été trompé sur la marchandise. C'est bien après quand je me suis dit que je vais relire les 2 premiers tomes, mais en mode full manga d'action, que là j'ai vraiment apprécié ma lecture parce que j'ai eu l'action que je voulais et elle était déjà là en fait, c'est juste l'humour que je retrouvais pas. J'ai décidé de continuer parce que malgré tout le tome 3 m'avait convaincu, toujours dans l'optique de c'est un manga d'action et il faut se le dire, l'action est parfaite, que ce soit le rythme du scénario, que ce soit les chorégraphies. Le dessin sur les chorégraphies de combat sont justement magnifiques, sont dynamiques, sont incroyables, faut le dire. C'est super fluide et on comprend ce qui se passe. On comprend le combat qu'il y a et il n'y a pas de superflu. C'est pas brouillon quoi. Mais le manga bien sûr ne se limite pas qu'à ça parce que sinon ça ferait bien longtemps que j'aurais arrêté. Mais il y a vraiment plusieurs questionnements et l'un d'entre eux c'est vraiment l'acceptation. L'acceptation déjà par rapport au pouvoir qu'on a. Parce que la plupart de ces assassins ont des capacités différentes. Et tu sors de l'ordinaire, tu sors de l'humain lambda. Et tout ce questionnement là-dessus est super intéressant. Il y a aussi le questionnement sur l'évolution de la personne, sur le physique. Notamment Taro Mizaki par exemple, du coup le protagoniste, qui est devenu plus vieux, qui a grossi. On a l'impression qu'il renie un petit peu tout ça. Et justement on va le voir dans le manga, il va à chaque fois prendre sa forme de quand il était plus jeune quoi. Mais frérot, tu n'es plus tout jeune, tu ne peux pas garder cette forme là, c'est pas possible en fait. J'étais un peu déçu parce que dès qu'on aborde cette question là, on est tout de suite passé sur Taro Mizaki qui se travestit pour une mission, tu vois, et tu te poses des questions quand même, tu dis pourquoi nous amener cette réflexion là alors que 2 pages après tu fais le contraire. Bon, c'est un peu dommage, mais ça reste anecdotique, sachant que j'ai pas lu la suite du coup, donc
À voir comment ça évolue, mais c'est quelque chose qui m'a quand même marqué dans ma lecture. Bon, il y a aussi le questionnement sur le passé des personnages, le passé qui les rattrape quoi qu'il arrive. On le voit avec Taro Mizaki parce que il reste inconnu aux yeux des assassins, aux yeux du monde de l'espionnage, parce que même en essayant de cacher son identité et de vivre une autre vie, il se fait à nouveau attaquer, il se fait à nouveau mettre en plein dedans dans cette vie d'assassin qu'il a décidé de quitter, tout simplement. Globalement, Sakamoto Days, ça reste un manga à lire que je vous conseille et hâte que l'anime sorte. Ok, alors là on va parler d'un manga qui possiblement peut devenir vraiment l'un de mes chouchous, d'un manga que je peux réellement apprécier. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai regardé toute la première saison disponible, mais c'est tout simplement Mission Yozakura Family. Alors de quoi ça parle? On va tout simplement suivre l'histoire de Taiyo Asano, un jeune adolescent qui vit tout seul depuis que sa famille est décédée lors d'un accident. Son seul ami, c'est tout simplement Mutsumi, son ami d'enfance, mais qui en réalité cache un terrible secret. Mutsumi est tout simplement la chef de famille Yozakura, une famille d'assassins énormément réputée dans le milieu. Ce qui fait de Mutsumi tout simplement une cible idéale pour tout assassin et tout espion du monde entier. C'est face à ça, lorsque Taiyo voit Mutsumi en danger, qu'il va décider de la protéger. Mais il va apprendre que c'est pas la seule chose qu'il va pouvoir faire en la protégeant. Il va également apprendre un peu plus sur le meurtre de ses parents. C'est ainsi que Taiyo et Mutsumi vont se fiancer. Bon, est-ce que Taiyo va réussir à protéger Mutsumi et avoir les infos sur sa famille? Ça va falloir tout simplement lire ou voir Mission Yozakura Family, qui d'ailleurs, alors au moment où je tourne, est sur son arc final et il reste très peu de chapitres, ou est déjà terminé, je ne sais plus. Bref, à vérifier au moment où ça sera disponible. Mais voilà un petit peu pour Mission Yozakura Family. Et qu'est-ce que j'en pense? Très premier degré, j'ai très vite accroché, que ce soit en manga ou que ce soit tout simplement via l'animé. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que je sentais qu'il y avait une petite vibes à la Reborn, etc. Mais j'arrivais pas à mettre le doigt là-dessus. Je savais qu'il y avait un truc que j'aimais bien. Et au final, j'ai compris pourquoi j'ai kiffé et pourquoi il y a une vibe The Reborn qui, je le rappelle, est mon manga et mon anime préféré. Tout simplement, c'est parce qu'il y a énormément d'inspiration chez Reborn. Alors, avant de vous donner ces inspirations, je tiens à préciser que malgré tout ça, ce n'est pas du plagiat, ça reste vraiment de l'inspiration et que Mission Yozakura Family garde sa propre identité. Reprenons du coup, pourquoi et où sont les inspirations de Mission Yozakura envers Reborn? On a tout simplement deux adolescents, Taiyo et Tsuna, qui sont seuls au monde. Vraiment, ils passent leur vie solo, à l'exception que Tsuna a encore sa famille, mais bref, le plus important, c'est que même s'il a sa famille, il se sent très seul. Tout va changer lorsque, il va faire partie de la plus grande famille et la plus influente de leur milieu. Taiyo va faire partie de la famille Yozakura, tandis que Tsuna va intégrer la famille Vongola, la Vongola Family, la plus grande famille mafieuse d'Italie et du monde, et Taiyo la plus grande famille d'espionnage et d'assassins du monde. Ils vont également avoir tous les deux un prof, d'un côté Reborn qui est le plus fort des bébés, de l'autre le grand frère de Mutsumi, j'ai oublié son prénom, qui est le plus grand assassin du monde de l'espionnage et des assassins. Et pour marquer leur héritage, ils vont tout simplement avoir un anneau. Taiyo va avoir un anneau de fleurs de cerisier, si je dis pas de bêtises, donc de fleurs de sakura, et Tsuna va avoir l'anneau des cieux Vongola. Bref, encore une fois, ce ne sont que des inspirations, mais chacun a sa propre identité. Et là, on pensait que Reborn était juste un anime populaire et un manga populaire dans les années 2000, on le voit, et je l'ai toujours dit, qu'il a quand même eu un certain impact dans le monde du manga. Alors, pas autant qu'un One Piece ou un Dragon Ball, mais il a quand même eu un impact parce que, encore une fois, il a permis d'inspirer d'autres mangas du Weekly Shonen Jump. En l'occurrence, Mission Yozakura Family. Donc j'avoue que là-dessus, je peux pas être objectif parce que tu t'inspires de mon manga préféré, je vais kiffer. Or, c'est à double tranchant parce que soit je vais être encore plus sévère, soit je vais kiffer. Là, pour le coup, j'ai vraiment tout de suite accroché sans même réussir à mettre la main dessus. Et au final, j'ai eu raison parce que c'est vraiment super. J'attends que la saison 1 se termine, ou du moins j'attends que le manga se termine. Je sais pas si j'attends qu'il se termine en France ou pas, mais il faut que j'achète la suite puisque je n'ai que les 3 premiers tomes via le coffret de Noël, je crois, tome 1, 2, 3, qu'il a fait il y a quelques années chez Kana. Mais bref, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a ce côté
moderne de l'espionnage et de l'assassin. C'est un thème qui est très vieux, c'est vraiment aussi vieux que le monde, hein, entre les James Bond, entre les Sherlock Holmes, puisque oui, c'est un manga d'enquête, mais c'est un manga très assassin, très machin et tout, entre les Spy Family, etc. Enfin bref, plein de références sur les assassins et les espions, mais on va vraiment moderniser tout ça parce que on a un réseau social quand même, on a un Instagram des espions et des assassins. Qui a eu l'idée de faire ça? Vraiment, les gens, c'est Twitter, vraiment. Oh, j'ai vu la famille Yozakura ici, faut les buter. Qui fait ça? Oh, j'ai une mission là-bas, j'espère que ça va être trop bien. C'est vraiment que des posts comme ça, mais c'est dinguerie, genre... T'es un assassin, t'es un espion, tu dois te la couler douce, mais tu fais des posts Insta, tu fais des posts Twitter. Je trouve ça fou. Enfin, Twitter X maintenant, mais je trouve ça vraiment trop bien. Je ris tout ça, mais je sais pas comment ça a pu popper dans la tête de l'auteur, mais je trouve l'idée vraiment géniale, genre. Puis on va moderniser leur technique, parce que oui, maintenant il y a le hacking. Maintenant, on a de meilleures compétences en chimie, donc on va pouvoir créer de nouveaux poisons, de nouveaux dopants aussi, de nouvelles armes, et c'est ce que notamment va avoir Taiyo parce qu'il refuse de tuer un autre pan avec Tuna. Donc il va falloir trouver un truc pour qu'il puisse quand même survivre mais sans tuer au final, et tout ça fait qu'il y a une ambiance déjà très intéressante. C'est une ambiance très pesante mais très légère, parce que oui, malgré tout, lors des missions d'assassinat, d'espionnage, on a quand même cette ambiance qui est présente, qui est pesante, qui est faut rester discret, etc. malgré tout, mais il y a vraiment cette légèreté qui est géniale, qui est apportée par l'œuvre. C'est encore une fois du Reborn, du sérieux lié à de la légèreté. C'est ce qui marche avec moi, c'est ce qui a marché avec Reborn et c'est ce qui marche avec Mission Yozakura Family, donc c'est tout bénef. Maintenant, j'aimerais parler de Taiyo. Taiyo, on le rappelle, est un personnage qui, à la base, n'a strictement rien à voir avec l'espionnage et l'assassinat. Il va malgré tout évoluer en tant qu'espion, évoluer en tant qu'assassin, mais pas que. Il va également évoluer en tant qu'homme. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste un adolescent. Il est en pleine transition entre l'enfance et l'âge adulte, et malgré tout, il se voit déjà fiancé très jeune. Et quand tu es fiancé, il faut combler tout simplement les désirs de sa femme, pouvoir la rassurer, pouvoir être présent pour elle, vraiment apporter ce côté très affectif qui est très compliqué lorsqu'on a toujours vécu seul. Sachant que là, pour le coup, je ne parle absolument pas d'argent, parce que la famille Yozakura est très riche grâce à justement ces missions qui leur permettent de gagner beaucoup d'argent, mais vraiment un côté très affectif, parce que on se rend compte que Mutsumi a toujours été là pour Taiyo, a toujours été là lorsqu'il se sentait seul. Et maintenant, c'est au tour de Taiyo de renvoyer entre guillemets cette dette-là, et on va évoluer avec eux, on va voir leur relation évoluer, et franchement, c'est vraiment bien. Puis même lui avec les autres en vrai, parce qu'il va enfin avoir une famille, enfin, il avait déjà une famille, mais il la perd très jeune, donc il va pouvoir enfin vivre avec une nouvelle famille, ne plus rester seul, et ça, c'est vraiment beau. Conclusion, Mission Yozakura Family, c'est vraiment un anime ou un manga à lire, parce que c'est vraiment des good vibes, c'est vraiment du sérieux, c'est vraiment quelque chose qui se regarde, qui se tente, et faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Bon, comme Reborn, toujours je dépasse, 11 minutes le rush. Bref, on va passer au manga suivant, et c'est tout simplement une pépite de 2024. Je n'ai lu au moment où je tourne que les 3 premiers tomes. Je crois que c'était ce qui était disponible sur Manga Plus, mais c'est tout simplement Kindergarten Wars, vraiment la pépite de 2024 à saisir et à récupérer et à lire. Mais de quoi est-ce qu'on parle? On va tout simplement suivre les histoires de cette madame-là qui est Rita, une assassin de légende, mais qui va travailler dans la Kindergarten Black, une école assez spéciale, enfin une maternelle assez spéciale, parce que c'est une maternelle où on retrouve tous les enfants de l'élite du pays. Chanteurs hyper célèbres, enfants de politique, présidents, députés, etc. Enfants de comédiens légendaires, enfin bref, tous les enfants des plus
grands du pays. Et bien sûr, il faut les garder. C'est tout simplement le rôle des professeurs qui sont tout simplement d'anciens criminels. On va tout simplement les récupérer parce que au lieu d'aller en tôle, ils vont tout simplement devoir les protéger pendant 1 an. Une fois cette année écoulée, ils ont droit à leur liberté. Bref, c'est une réduction de peine en gros. Et c'est ce que va faire du coup Rita. Elle s'est fait choper. T'as beau être la plus forte et la plus légendaire, à un moment ou à un autre, tu risques quand même de te faire choper. Donc elle va devoir travailler là-dedans. Le souci, c'est que Rita est obnubilée par l'amour. À chaque fois qu'un assassin va venir à l'école, elle va essayer de le pécho. Et de manière assez bizarre parce qu'elle va lui poser des questions. Suite à ce petit questionnaire, il y a 2 résultats possibles. Soit tu lui plais et tu réponds bien, et dans ce cas-là, tu as des chances de rester en vie. Soit tu lui plais mais tu réponds mal, et dans ce cas-là, tu risques de dead. Voilà, tu auras compris. Bref, et du coup, qu'est-ce que j'en pense de Kindergarten Noir? Eh ben, regardez-moi ça. Regardez-moi cette cover qui paraît toute mignonne, qui paraît chill, etc. Je vous conseille pas avant d'avoir 16 ans. Voilà, je vous le dis cash. On est très explicite sur tout ce qui est pan, sur tout ce qui est chic, sur tout ce qui est rack. Bref, on ne donne pas ça à des enfants parce que vraiment, c'est très visuel. Alors, on ne cache pas ce qui se passe. Donc même si les dessins font très enfantins et justement tout le contraste était là, le manga paraît très enfantin, le manga paraît très mignon, mais derrière il y a vraiment un contexte très violent. Donc encore une fois, apprendre et à lire si vous n'avez que 16 ans au minimum. Ou allez, à la limite 15 ans, c'est faisable, mais pas moins. Bref, le manga va vraiment aborder pas mal de choses, notamment les comportements intempestifs. Dans le sens où Rita va vraiment tuer comme ça, juste parce que ta réponse est mauvaise. Mais sauf que ces comportements-là intempestifs, ces comportements où on ne réfléchit pas avant d'agir, ça a toujours des conséquences. Là, dans le manga, c'est littéralement la perte de la vie de quelqu'un. On enlève une vie, ce n'est clairement pas sans conséquence. Mais ça, c'est vraiment le côté hard pour dire que avant de faire quoi que ce soit, réfléchissez un minimum aux conséquences de vos actes. Parce que ça en a forcément. Autre chose super intéressante, c'est vraiment ce côté, la condamnation n'est pas à but punitif. Une prison, ce n'est pas fait pour punir quelqu'un. C'est fait pour, à la base, réinsérer quelqu'un dans la société. La prison est là, justement, pour faire réfléchir une personne, se rendre compte de la gravité de ses actes, et ensuite de faire en sorte qu'elle puisse revivre une vie tout à fait normale, où justement elle s'est rangée du bon côté, entre guillemets. Et là-dessus, on est totalement là-dedans, parce que on va avoir affaire à des criminels, des escrocs, des tueurs, des voleurs, etc., qui vont devoir protéger des vies. Donc ils ont tout au long de leur vie enlevé des vies, là ils vont devoir les garder, les protéger. Et justement, on va bosser là-dessus. On va justement, dans tous les cas, bosser sur cette réinsertion sociale, sur ce contexte-là, qui prouve que une condamnation, une peine n'est pas une finalité en soi, mais un passage pour devenir quelqu'un de meilleur. Par contre, et c'est le plus gros défaut de l'œuvre, on met du temps à commencer. Avant que le fil rouge principal se mette en place, il y a 2 tomes à lire. Alors, ces 2 tomes qui vont servir à introduire le manga, ces 2 tomes qui vont servir à introduire les personnages, l'univers, nous montrer qui ils sont, leur passé pour certains, etc., le contexte de pourquoi, du comment est-ce qu'ils sont là. Enfin bref, très introductif, mais faut attendre quand même les 2 tomes pour que ça commence réellement. Mais par contre, une fois que ça démarre, et là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire parce que ça démarre très rapidement. Ok, bon c'est déjà le dernier manga, et bien sûr si tu as un peu du jot, tu vas comprendre un petit peu de quel manga je vais parler, parce que encore une fois on parle des mangas assassins et littéralement de la petite mode qu'il y a, donc c'est que c'est un manga récent et c'est pour ça qu'on va aller directement sur Spy X Family. Alors, est-ce que je vous fais l'affront de vous raconter de quoi ça parle? Oui, je vais le vous faire. On va tout simplement suivre l'histoire de l'espion le plus célèbre, Twilight. Sauf qu'il aura une nouvelle mission, et c'est tout simplement de devenir Lloyd Forger. Un père de famille comme n'importe lequel, mais pour ça, il va devoir créer une véritable famille. C'est ainsi qu'il va adopter Anya, une jeune télépathe, et qui va épouser tout simplement Yor, une assassin. Le souci, c'est que chacun cache leur véritable identité. Personne ne sait que Lloyd est un espion, Anya est une télépathe et Yor est une
assassins. Sauf bien sûr Anya parce que c'est une télépathe. Mais comment vont-ils vivre leur vie de famille? Tout ça dans le but de protéger leur nation. Encore une fois, va tout simplement falloir lire Spy X Family, c'est les éditions Kurokawa. Bref, on va être très direct parce que j'ai un avis très tranché et même si je suis curieux de découvrir la suite, c'est un manga qui est très bien. C'est un manga qui est vachement cool, mais c'est un manga qui est très lent. Comment vous dire? C'est très drôle. Il n'y a pas de souci. C'est très bien quand c'est drôle. Le problème, c'est que l'humour a tendance, très souvent, à marcher sur le scénario. On aura plus souvent de l'humour que l'avancée du scénario, l'avancée du fil conducteur, l'avancée du fil rouge. Et il est là tout le problème de Spy X Family. Actuellement, on est à 12 tomes, enfin j'ai 12 tomes, je crois que le 13e est sorti. Le souci, c'est que sur les 12-13 tomes, il y en a facilement 3 ou 4 qui peuvent être skippés. On a l'équivalent de 2, 3, 4 tomes en chapitres qui peuvent être oubliables parce que on avance plus sur du Anya qui est là et qui fait la gogole concrètement, ou York pareil qui fait la gogole, ou Lloyd qui fait le gogole, plutôt que l'avancée du scénario, l'avancée de l'histoire. Et en plus, c'est dommage parce que c'est vraiment inspiré d'un contexte hyper intéressant. Spy X Family se met dans un contexte de guerre froide. On est littéralement dans l'Allemagne pendant la guerre froide, avec Westalis et Ostania qui correspondent à l'Allemagne de l'Est, notamment à Berlin de l'Est et Berlin de l'Ouest. Le bloc Est, le bloc Ouest, le bloc States, le bloc URSS. Et vraiment, c'est hyper intéressant. C'est vraiment un contexte historique qui a marqué littéralement la génération. Tout dépend de quel âge vous avez, mais soit de vos parents, soit de vos grands-parents qui ont vécu la guerre froide. Faut pas oublier que la guerre froide se termine très tard, 1989, si je dis pas de bêtises. C'est dommage parce que, encore une fois, c'est un contexte hyper intéressant. C'est un contexte historique de post-seconde guerre mondiale qui est vraiment intéressant. Et malgré tout, on traite ce contexte-là, on fait avancer le scénario par rapport à ce contexte-là, mais on s'écarte du scénario, on dévie du scénario pour mettre de l'humour, pour mettre des chapitres qui ne servent à rien, qui ne font pas avancer l'œuvre, etc. Alors à la limite, que ce soit de l'humour qui permette de faire avancer le manga, qui n'a pas d'impact sur l'avancée du manga, ça ne me dérange pas. Le souci, c'est que ça entrave beaucoup trop souvent l'avancée du manga. Donc bon, les enjeux sont là, les problématiques sont là, l'objectif est là, mais on dévie beaucoup trop de tout ça pour dire que Spy X Family est une masterclass. Alors c'est très bien regardé, c'est très divertissant, mais c'est pas ce que j'attends pour un manga comme ça. À voir encore une fois ce que va nous proposer Spy X Family pour la suite, parce que encore une fois c'est vraiment un manga que je trouve très intéressant et je suis vraiment curieux de savoir ce qui va se passer par la suite. Mais pour le moment, faut se le dire, je ne suis absolument pas conquis par ce qui se passe. Bon, voilà que se termine cette vidéo sur cette nouvelle mode qui arrive parce que, il faut se le dire, le monde des assassins et de la pègre de manière générale arrive de plus en plus. Alors, bien sûr, c'était déjà présent. Reborn, le manga de Boichi, j'ai perdu son nom. Oh, c'est pas Origin, Sunken Rock, tu vois. Ce sont des mangas qui étaient déjà présents avant sur le monde de la pègre, sur les assassins, etc. Mais il y a quand même une vague qui arrive de plus en plus. J'en ai cité 3, mais il y a Kagurabachi qui est arrivé également récemment, même si c'est un peu plus subtil que ça, et même si j'ai trouvé beaucoup trop fade et beaucoup trop vide. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Bref, Sakamoto Days, j'en ai parlé de Sakamoto Days dans la vidéo, c'est parce que je le tourne plusieurs fois. Bref, il y en a quelques-uns qui arrivent et je suis fatigué, donc j'ai la flemme de réfléchir à qui arrive et qui n'arrive pas. Mais c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Aussi, ce n'est plus ma DA, c'est plus ce que je veux consommer le plus, c'est pour ça que j'ai plus trop ça en tête. Mais on change un petit peu du Neketsu, on change un petit peu de l'isekai, même si le Neketsu ça fait plus ou moins une dizaine d'années où il y en a toujours mais c'est beaucoup moins présent. L'isekai il y en a eu beaucoup et on sent que on est sur une fin d'ère pour l'isekai, ça s'essouffle énormément et pourquoi pas peut-être les mangas sur les assassins et l'espionnage feront tout simplement beaucoup de bruit, à voir comment va évoluer les
prochaines années, qu'est-ce qui va réellement se démarquer. Donc voilà, on est sur plus ou moins à chaque fois une dizaine d'années, hein. Donc à voir ce que ça va donner. Maintenant, je te laisse me mettre ton manga qui parle d'assassins et d'espions dans les commentaires, bien sûr. Ça peut être les mangas et les animes présents sur la vidéo, comme ça peut être un autre manga ou un autre anime, comme ça peut être des trucs qui sont sortis il y a 25 ans. Enfin bref, fais-toi plaisir, mets-le-moi dans les commentaires. Et aussi, dis-moi lequel des 4 est ton préféré, lequel des 4 également te donne le plus envie de découvrir. Nous, en tout cas, on se retrouve très bientôt, mais avant ça, je te conseille toujours de partager la vidéo parce que ça fera découvrir de nouvelles œuvres à tes potes et vous pourrez en débattre, en discuter entre vous. N'hésitez pas également à vous abonner pour rejoindre la Vongola Family parce que vous êtes énormément à regarder les vidéos sans même être abonné. Je te laisse également activer la cloche de notification pour être prévenu dès que la prochaine vidéo sort. Il y a le lien de mes différents réseaux sociaux bien sûr dans la description ainsi que le lien pour avoir accès à mes différents podcasts. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo Pokémon. Bref, à plus les brokistes.